Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous illustrer l'utilité et la nécessité d'utiliser un suivi multiparamétrique pour les pathologies en neuroradiologie, notamment les pathologies tumorales, inflammatoires ou vasculaires. Alors, donc, le symposium est sponsorisé par Olea, qu'on suit depuis le début à Sainte-Anne. On a vu les logiciels se développer. Actuellement, il y a plusieurs applications, vous le voyez, qui sont proposées, quel que soit l'organe, avec différentes approches de post-traitement, que ce soit de la perfusion, de l'ASL, bientôt de la spectroscopie, du tracking de fibres, enfin plein d'utilités dans le suivi avancé des pathologies et notamment pour mon domaine en neuroradio. Donc on va commencer par la pathologie tumorale pour illustrer les différents aspects et avantages d'un suivi multiparamétrique. Donc tout d'abord, pour apprécier la croissance tumorale, on va reparler du recalage d'image et de la mesure du volume lésionnel et des outils qui peuvent aider à l'évaluation précise de ce volume. L'intérêt fondamental des logiciels de post-traitement pour la comparaison d'examens et le suivi des lésions. Ce sera valable également, vous le verrez, pour la pathologie inflammatoire. Et l'approche diagnostique indéniable de la perfusion, et je parlerai particulièrement de la perfusion T2 étoile. Aussi bien l'apport donc du volume sanguin cérébral que de la mesure de la perméabilité, qu'un outil qu'offre justement ce logiciel. Donc, concernant le recalage automatique d'image, voilà un exemple en haut dans les carrés bleus, donc d'une lésion gliale frontale gauche de bas grade, infiltrante sous forme d'un hypersignal flair cortico-sous-cortical. Donc, on voit bien sur 2 IRM à 2 temps T différents, sans recalage d'image sur la ligne du haut et avec recalage d'image. Là, on aurait dit que la lésion avait nettement augmenté en taille comparativement à la première IRM, alors que la croissance est bien moindre après recalage d'image. Donc ça, c'est un outil indispensable. On ne peut pas se permettre de comparer 2 images en suivi de pathologie tumorale qui n'ont pas été recalées, et cela grâce à des logiciels de post-traitement, pour apprécier au mieux l'évolution lésionnelle ou non. Donc ça, c'est un outil quotidien. C'est rapide, on a observé une meilleure concordance inter-observateur et ça a un réel impact thérapeutique sur la réponse que vous allez donner à votre clinicien. De même, donc une lésion gliale à J0 et à 2 mois, sans recalage et après recalage, donc exemple inverse, où on voit qu'après recalage, même à l'œil nu, sans mesurer le volume lésionnel, on a une croissance indéniable de la lésion, là encore, gliale infiltrante de bas grade à ce niveau. Donc concernant le volume lésionnel, de même, il a été montré par l'étude notamment de Riss en 2009, que la mesure du volume a une sensibilité supérieure à la mesure du diamètre. Donc il est recommandé de mesurer le volume, notamment dans la croissance tumorale des lésions gliales au niveau cérébral, plus que la mesure du diamètre. Donc pour cela, on peut s'aider donc de la segmentation volumique qui permet, en signalant et en définissant l'intensité de signal que l'on veut intégrer dans cette mesure de volume, d'apprécier au mieux le volume de la lésion en question. Ce qui permet ensuite de réaliser un suivi dans le temps des IRM en comparant 2 IRM à 2 dates différentes, en choisissant la série sur laquelle on veut mesurer le différentiel ou pas du volume lésionnel, et après recalage automatique et la superposition de ces 2 séquences à 2 temps T différents, on peut évaluer la croissance tumorale ou non, et là avec une croissance, une courbe qui montre l'augmentation en taille de cette lésion gliale de bas grade sur les 2 examens de suivi. Donc une aide indéniable dans la pratique quotidienne pour évaluer ces croissances tumorales. Concernant l'approche diagnostique, là encore, donc on sait, quel que soit l'organe auquel on s'intéresse,
que l'aspect morphologique est primordial et qu'il ne faudra jamais interpréter des séquences avancées de perfusion, de spectroscopie, sans avoir bien étudié au préalable l'aspect morphologique, son signal, sa prise de contraste, sa topographie, son caractère infiltrant, invasif ou non. Cependant, vous allez le voir sur certains exemples, la perfusion apporte un outil indéniable sur l'appréciation de la nature de ces lésions, en tout cas sur les hypothèses que l'on peut avoir avant anatomopathologie, dans la plupart des cas. Ici, l'exemple d'une lésion de topographie profonde, périventriculaire, avec et du corps calleux, ici, au niveau du genou du splénium du corps calleux, des prises de contraste plutôt homogènes, avec, sur cette séquence de perfusion, vous avez une image du volume sanguin cérébral relatif. Déjà, sur la cartographie couleur, on ne note pas d'augmentation du volume sanguin cérébral, donc a priori une lésion qui n'est pas hypervascularisée. Avec, si on étudie la courbe bleue correspondant au volume sanguin cérébral corrigé de la lésion, pas d'augmentation de l'air sous la courbe, donc pas d'augmentation du volume sanguin cérébral lui-même, et par contre un dépassement de la ligne de base avec une perméabilité augmentée, et cette courbe qui passe typiquement au-dessus de la ligne de base comparativement au ROI de référence contralatéral. C'était le cas ici d'une lésion de type lymphome dont le dépassement de la ligne de base s'explique par une fuite capillaire du fait de l'infiltration. Vous avez ici sur cette coupe anapathe une infiltration des parois du vaisseau par les cellules lymphomateuses qui explique la courbe typique que vous devez retenir en perfusion en ce qui concerne les cas de lymphome. Donc par fuite capillaire, par invasion tumorale des parois des vaisseaux. Ici, donc, un exemple qu'on aime bien montrer, qui est un cas de Sainte-Anne, mais qui est très didactique. Ici, chez une même patiente, deux masses donc, hémisphériques droites qui présentent un rehaussement intense et homogène, similaire sur cette coupe après injection, l'une qui présente un œdème important périlésionnel et l'autre pas de réaction parenchymateuse au contact. Ce sont les seuls éléments morphologiques dont on dispose, et force est de reconnaître que sur cette séquence après injection de gadolinium, il est difficile d'apprécier la nature de ces deux lésions. Est-ce le même type de lésion ? Là, on voit une attache donc méningée, une lésion ici extra-axiale. En première hypothèse, on peut penser au méningiome. Est-ce que ces deux, on peut affirmer juste sur la morphologie que ce sont deux méningiomes ? Il est difficile de le dire. Et voyez par vous-même, quand on s'aide de la séquence de perfusion, on voit que la lésion donc frontale parasagittale droite est fortement hypervascularisée, comme en témoigne la cartographie couleur en rouge en regard de la lésion, et un volume d'air sous la courbe qui est un volume sanguin cérébral très augmenté, comme on peut le voir dans le cas des méningiomes, ce qui était le cas pour cette lésion, alors que l'autre lésion n'a pas du tout le même comportement, elle n'est pas hypervascularisée, et là encore, on retrouve cette image de dépassement de la ligne médiane sans augmentation du volume sanguin cérébral. Il s'agissait là, chez une même patiente, donc d'un cas de lymphome et d'un méningiome associé. Donc de l'importance de ces techniques avancées pour apprécier au mieux la nature exacte des lésions qu'on peut déceler en IRM, donc neuroradio. Ici, c'était le cas donc d'un glioblastome frontal gauche opéré. Vous voyez ici une cavité d'exérèse, une prise de contraste méningée, possiblement réactionnelle au contact, un hypersignal flair, sûrement une part de gliose, peut-être, donc là il faut toujours comparer aux examens antérieurs pour bien étudier l'hypersignal flair péricavitaire, peut-être une infiltration tumorale laissée en place, et surtout sur l'examen de suivi, donc l'apparition d'un hypersignal flair contralatéral avec en regard une prise de contraste homogène bien limitée. Les deux diagnostics, les deux hypothèses diagnostiques sont évidemment une récidive de glioblastome ou alors le patient ayant été traité selon le protocole classique par chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, protocole STUP,
on peut supposer qu'il y ait ici la présence d'une radionécrose. Là, les séquences morphologiques ne vous permettront pas, ou en tout cas difficilement, d'aller plus loin dans ce diagnostic. C'est alors que la séquence de perfusion est d'une grande aide. On voit ici donc le volume sanguin cérébral corrigé, qui ne montre pas d'augmentation de ce RCBV en regard de la prise de contraste nodulaire. Et sur cette séquence K2, donc de perméabilité, une forte augmentation de la perméabilité en regard de cette prise de contraste. Tous ces arguments sont en faveur d'une radionécrose et non pas d'une reprise évolutive tumorale, parce qu'on ne met pas en évidence d'augmentation du volume sanguin cérébral en regard du nodule qui prend le contraste. Là encore, deuxième exemple, une cavité d'exérèse. Alors vous voyez, on parlait tout à l'heure des remaniements post-chirurgicaux avec une collection extracérébrale, une prise de contraste méningée, une prise de contraste des parois de la cavité d'exérèse et un hypersignal flair péricavitaire. Donc là, c'est vraiment la comparaison aux IRM antérieurs, aux IRM préopératoires qui permettent d'étudier au mieux et d'apprécier la nature exacte de ces prises de contraste. Toujours est-il que là encore, on met en évidence l'apparition au cours de la surveillance d'une prise de contraste nodulaire en regard du fond de la cavité opératoire. Là, vous avez la superposition donc, du volume sanguin cérébral et de la séquence 3DT1 après injection de gadolinium, qui ne met pas en évidence d'hypervascularisation de ce nodule et qui met par contre en évidence une élévation donc, de la perméabilité en regard. Donc là, on est à nouveau dans le cadre d'une radionécrose avec la possibilité d'évoquer ce diagnostic grâce à cette séquence de perfusion. Une autre utilité importante qu'on rencontre dans le suivi des lésions, dans le suivi ou la découverte des lésions gliales, ça va être d'essayer d'apprécier le grade de cette lésion. On sait tous que quand on met en évidence une prise de contraste, sauf certains cas, c'est très en faveur d'une transformation maligne. Pour les lésions gliales infiltrantes de bas grade, donc toujours sous forme d'un hypersignal flair qui peut être d'intensité variable sur cette lésion fronto-pariétale gauche, sans prise de contraste en regard, pour grader la lésion, il va falloir soit cibler la biopsie sur la zone de plus haut grade, soit retirer l'ensemble de la lésion, ce qui n'est pas toujours possible d'un point de vue fonctionnel. C'est là que l'étude en neuroradio et en post-traitement va intervenir pour essayer de caractériser sur ce volume lésionnel la zone qui est le plus à risque de transformation et donc de plus haut grade. Donc là, si on regarde les séquences donc de RCBV corrigées en regard de la lésion, on voit qu'à la partie interne de la lésion, qui apparaît plus en hypersignal, un hypersignal d'intensité plus élevée que la partie externe de la lésion, on met en évidence une augmentation du volume sanguin cérébral. Si vous comparez la courbe contralatérale, il y a une nette augmentation du volume de l'air sous la courbe en regard de la partie interne de la lésion. Et même si vous regardez la cartographie couleur, on voit une augmentation du RCBV en regard de cette zone. Alors que sur la partie latérale de la lésion, on ne voit pas d'augmentation du volume sanguin cérébral avec des courbes superposables comparativement au côté contralatéral. Donc, cette technique de perfusion est d'une utilité très importante, notamment pour aider à guider le neurochirurgien avant une biopsie, pour qu'il cible la zone qui nous semble être de plus haut grade, et donc de grader au mieux la lésion, afin que le patient puisse bénéficier de la meilleure prise en charge thérapeutique et la plus adaptée qu'il soit. Alors, je vais vous illustrer, après ces quelques exemples de pathologie tumorale, je vais vous illustrer l'intérêt du suivi donc multiparamétrique dans la pathologie inflammatoire. Et là, vous l'avez compris, nous allons parler de sclérose en plaques. Quelle est la question dans la sclérose en plaques et comment ces logiciels de post-traitement peuvent nous aider au mieux? La question principale va être la recherche de nouvelles lésions, soit sous forme d'un nouvel hypersignal T2 ou d'une nouvelle prise de contraste ou de l'apparition d'une prise de contraste pour déceler des lésions actives. Donc entre ces deux séquences flair d'autant plus
que les lésions sont nombreuses, il est souvent difficile de comparer une à une les lésions et de mettre en évidence le nombre exact de nouvelles lésions. Là encore, on en revient au recalage automatique d'images qui est indispensable pour une comparaison la plus fiable possible entre deux séquences. S'ajoute à cela, une fois qu'on a recalé les images, pour 2 IRM à deux temps T différents dans le suivi évolutif et temporel de ces pathologies, on peut s'aider d'une séquence de soustraction qui permet, en soustrayant donc les deux séquences sélectionnées, donc en FLAIR ou en T1 après injection de gadolinium, de mettre en évidence, sous forme d'une cartographie couleur, les lésions apparues entre les deux séquences qu'on a demandé au logiciel de comparer. Donc un rendu rapide, fiable, pour mettre en évidence au mieux l'évolution ou non de la pathologie inflammatoire. De même, après injection, on peut soustraire les séquences à deux temps différents pour mettre en évidence une nouvelle lésion qui se rehausse dans le suivi. Donc, intérêt de la séquence de soustraction. On peut également l'utiliser, cette séquence, pour d'autres pathologies que la pathologie inflammatoire, mais c'est sûr que c'est pour le suivi de la sclérose en plaques que c'est vraiment très utile dans la pratique quotidienne. Au sujet de la pathologie vasculaire, notamment dans la prise en charge des AVC, on va voir le cas d'un patient de 21 ans qui a présenté un déficit hémicorporel gauche brutal et qui bénéficie d'une IRM à 1 heure du déficit. Cette IRM met en évidence donc, sur la séquence diffusion l'apparition d'un hypersignal sylvien profond donc de la tête du noyau codé et du noyau lenticulaire, pas d'hypersignal FLAIR en regard. On est à 1 heure du déficit, ça coïncide avec le début des symptômes. On aperçoit déjà sur la séquence FLAIR un ralentissement du flux au sein des vaisseaux du côté de la lésion ischémique, un thrombus sur la séquence T2 étoile et une occlusion en M1 proximale du côté droit. Donc là, on a un diagnostic d'AVC sylvien profond sur occlusion de la cérébrale moyenne au niveau de sa portion M1. Que va nous apporter la séquence de perfusion dans ce cas, que ce soit en scanner ou en IRM, parce que beaucoup de centres pratiquent le scanner de perfusion. Nous, on utilise essentiellement l'IRM pour faire donc ce mismatch entre la lésion objectivée en diffusion et l'étendue de la zone à risque d'hypoperfusion et d'ischémie si l'obstacle n'est pas levé, à savoir si l'occlusion de M1 homolatérale persiste. On peut, donc, sur ces cartographies, sélectionner donc, la diffusion, l'ADC, le Tmax qui est seuillé à 6 selon les recommandations, et on peut superposer, donc ce qui nous intéresse, ces cartographies de diffusion et de perfusion pour établir un mismatch, c'est-à-dire une différence en étendue entre la lésion ischémique mise en évidence sur la diffusion et l'ensemble du territoire sylvien superficiel qui est à risque d'hypoperfusion si aucun traitement n'intervenait. Donc un impact thérapeutique, une aide à la décision thérapeutique pour la prise en charge de ces AVC en urgence. Le patient a donc bénéficié d'une thrombectomie et là l'illustration en artériographie, donc de la reperméabilisation de l'artère sylvienne gauche après levée du thrombus. Un autre exemple d'application dans les pathologies vasculaires, ici le cas d'un patient de 56 ans qui a présenté une céphalée en coup de tonnerre. Le scanner a mis en évidence une hémorragie sous-arachnoïdienne, donc ici dans la vallée sylvienne droite, également dans la citerne périmésencéphalique. On retrouve donc sous forme d'hyperdensité spontanée au scanner et la mise en évidence d'un volumineux anévrisme de la terminaison carotidienne droite, irrégulier, polylobulé, retrouvé également en artériographie. Donc ce patient a bénéficié d'un traitement de son anévrisme. Dans les jours qui ont suivi le traitement donc, de cette hémorragie méningée par rupture anévrismale, sont apparues de nouvelles céphalées. Et
là a été réalisé un scanner de perfusion. Une étude avait été menée à ce sujet avec des scanners de perfusion qui étaient même réalisés systématiquement à J7 de l'hémorragie méningée à la recherche d'un vasospasme. Et qu'avions-nous mis en évidence chez ce patient? C'était une élévation donc, du temps de transit moyen et du volume sanguin cérébral du côté homolatéral à l'anévrisme qui concordait parfaitement avec ce qu'on observait en artériographie, à savoir un vasospasme sur une artère distale en rapport avec l'hypoperfusion visualisée en cartographie. Donc là encore, permettre de mettre en évidence la suspicion d'un diagnostic avec un geste moins invasif pour mettre en évidence ce vasospasme qui était très bien corrélé sur l'artériographie. Donc l'ensemble de ces exemples illustre le caractère indispensable du post-traitement en imagerie neuroradiologique dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. C'est un outil dorénavant de pratique quotidienne, aussi bien pour le diagnostic, on l'a vu dans les pathologies tumorales, le suivi évolutif, que ce soit pour des lésions gliales avec la détection ou non d'une augmentation en volume, ou alors dans la pathologie inflammatoire pour la sclérose en plaques, et enfin l'impact thérapeutique, que ce soit pour grader les tumeurs type lésion gliale et orienter la biopsie sur la lésion de plus haut grade, que sur l'impact thérapeutique pour les lésions inflammatoires, où on l'a vu, vasculaires, notamment pour l'AVC. Voilà, je vous remercie.